t'accueille chez moi pour une vidéo review des commentaires. Review des commentaires sur quoi? Sur le podcast que j'ai sorti il y a un peu plus de 2 semaines maintenant, qui s'appelle 13 minutes pour démonter 7 pratiques d'accompagnement toxique. Si tu n'as pas écouté le podcast en question, il est disponible sur cette même chaîne. Je te mets un petit lien en description. Si tu veux, tu peux faire pause sur cette vidéo, tu peux cliquer sur le lien, tu écoutes ces 13 minutes de podcast, c'est assez rapide et comme ça tu sauras exactement de quoi on parle et puis tu reviens pour avoir les réactions aux commentaires. La première chose que j'ai envie de faire, c'est de remercier toutes les personnes qui ont regardé ce podcast, qui l'ont écouté dans son intégralité, et qui m'ont fait des retours parce qu'il y a eu un engouement, il y a eu pas mal de réactions, j'ai eu pas mal de retours et majoritairement j'ai eu des remerciements, des retours constructifs, des retours bienveillants et ça fait du bien de se dire que même quand un contenu devient plus visible qu'à l'habitude, en fait je continue d'avoir en face de moi une majorité de personnes intelligentes, nuancées, à l'écoute. Ça fait vraiment du bien, c'est quelque chose que j'ai envie de défendre, que c'est possible de créer du contenu sur internet et d'avoir une audience intelligente et d'avoir un propos intelligent et d'avoir un débat intelligent et d'être dans le dialogue. Et quand je dis dialogue, c'est vraiment discuter du propos, quoi, discuter du fond plutôt que de... Disons que quand je dis dialogue, ça veut pas dire une espèce d'échange de bouillie de mots qui brasse la surface, mais vraiment aller s'intéresser aux idées de l'autre. Donc merci pour ça, merci d'avoir vu, d'avoir partagé, merci d'avoir commenté. Franchement, ça donne du sens à ce qu'on fait, ça donne du sens à pourquoi on crée du contenu sur les réseaux. En tout cas, moi, c'est pour ça que je le fais, c'est pour ça atteindre quelqu'un en face. Sinon, ça n'a aucun intérêt. J'ai fait une sélection des commentaires que je trouve le plus pertinent pour rebondir sur le sujet et approfondir ou préciser ma pensée là où peut-être elle n'a pas été entendue comme je le souhaiterais. Comme souvent, je trouve que ça nécessite un petit préambule, on va poser les choses clairement. Première chose, la majorité des commentaires étaient bienveillants et constructifs, donc je ne suis pas dans une petite guerre de qui a raison, qui a tort. Je vais pas rentrer là-dedans. Mon idée ici, c'est de préciser ma pensée, comme je l'ai dit. Pourquoi? Parce qu'on est sur ma chaîne. On est sur ma chaîne, on est sur mon contenu, on est sur une vidéo dans laquelle je partage ma vision, ma perception. C'est ça que je partage, c'est ça la plus-value de mes contenus, c'est d'apporter un angle particulier, une construction de pensée particulière. Et j'emploie pas cette expression à la légère, tu vois. Quand je dis construction de pensée, c'est que c'est quelque chose qui occupe mes journées, de construire une pensée. Et je te sors pas juste quelque chose comme ça de superficiel dans l'instant. Je te sors quelque chose qui résulte d'une construction de pensée. Donc évidemment que là je vais rester sur mes positions parce que quand j'ai sorti ce podcast, c'était il y a 2 semaines, mes positions étaient claires et mes positions sont toujours aussi claires. Donc j'assume vraiment à 100%, 300% ce que j'ai partagé dans ce podcast. Maintenant, je peux entendre que ça n'est pas saisi à tous les endroits et qu'il peut y avoir des réserves, des remises en question, des échanges d'opinions qui ne sont pas les mêmes, et ça c'est chouette, et ça c'est cool. Mais forcément dans mes réponses, eh bien je partage ma perception, mon filtre, mon angle de vue, mes contenus, ils portent mon parfum, ma signature, et c'est ça, c'est ça tout l'intérêt, j'ai envie de dire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées suite à ce podcast sur cette chaîne, donc pour poser un peu de contexte, moi je suis Elsa Menghi, j'accompagne les entrepreneurs sur leur business pour créer ce que j'appelle une symbiose, c'est-à-dire aller chercher quelque chose en soi qui est sincère, authentique, aligné et le poser dans toutes les sphères de son business, notamment dans les stratégies, dans la communication et dans l'identité. Ce que j'appelle l'identité, c'est branding, posture et visuel. Donc quand je crée du contenu, en fait, j'ai besoin que ça résonne avec les personnes avec qui j'ai envie de travailler. J'ai besoin que ça résonne avec les personnes qui vont se reconnaître et qui vont se dire tiens, voilà un état d'esprit avec lequel je colle. Nécessairement, je partage qui je suis, ce que je pense, ce que je défends, ce que je transmets, parce que c'est comme ça en fait qu'il va y avoir des synergies. Ça c'était pour le contexte. Donc voilà, pas de petite guerre d'ego, pas de conflit sur qui a tort, qui a raison, juste un partage de qu'est-ce que c'est ma pensée, un peu plus en profondeur. Mais quand même, on va commencer par la partie
un peu croustillante, j'avoue, je vais me faire plaisir, je ne vais pas me prendre la tête à savoir comment répondre de manière mesurée, bienveillante et gna gna gna. J'ai juste envie de prendre les choses comme elles viennent et de poser brute ma pensée comme je l'ai fait dans le podcast parce que c'est quelque chose qui est précieux pour moi de pouvoir dire les choses comme je les sens. Il y a 2 commentaires en fait sur lesquels je ne peux pas passer parce que pour moi, on est dans quelque chose d'absolument irrespectueux. Donc on va commencer par cela et je vais t'expliquer pourquoi pour moi c'est pas possible. Le tout premier, c'est une personne qui a vu le partage de mon post sur Facebook et qui a réagi à la miniature que je te pose ici pour rappel et le titre que je t'écris ici pour rappel. Une miniature, un titre, il y avait une petite description avec et ça a suffi à le faire réagir. Pourquoi ? Parce que je parle de CNV. Communication non violente. Et il se trouve que cette personne est formée et pratique depuis des années la CNV. Ce que cette personne ne sait pas sans doute, c'est que j'étais sur Facebook pile au moment où il commentait. Donc j'ai vu la première version du commentaire qu'il a modifié ensuite. La première version étant bien moins orientée non-violence que la seconde. Pour te donner une idée, c'était une formule du type encore une personne qui, donc avec un petit air de moquerie, tu vois, un petit air de mépris. Et cette personne a modifié son commentaire assez rapidement. Ça, je trouve ça chouette. Ça me choque pas, tu vois. Je pense que ça nous arrive à tous d'arriver avec une formulation et de se dire oulala, là, j'étais dans la réactivité, la formule que j'emploie, ça va rien créer de bon, j'ajuste. Je trouve ça super de pouvoir se relire, se remettre en question et se dire j'ajuste le tir, quoi. Donc ça me dérange pas, mais j'aimerais quand même souligner qu'il n'y avait pas un automatisme de non-violence à la base, qu'il y avait un automatisme réactionnel dans l'émotivité et dans le pointage de doigts. Sur la base, encore une fois, d'une miniature et d'un titre, uniquement. Et ça a quand même son importance. Donc ensuite, il a modifié son commentaire et il a posé des questions. La question c'est, t'es-tu formé à la CNV pour savoir de quoi il s'agit vraiment ? Qu'est-ce que tu connais de cet art de vivre ? Quand on s'est bien formé et qu'on pratique la CNV, on est capable de voir et comprendre que c'est tout sauf toxique et qu'à la base, ce n'est pas une approche d'accompagnement. Jusque-là, c'est tout à fait respectueux. Ce sont des questionnements qui peuvent être légitimes, il n'y a aucun souci. Moi j'avais prévenu que j'aurais pas beaucoup de patience, mais comme il n'a pas écouté le podcast, il ne le savait pas. J'avais prévenu que j'aurais pas beaucoup de patience pour les critiques qui partent du principe que je suis en train de dire que les disciplines sont toxiques, alors que j'ai fait une introduction bien insistante, précisément, pour dire que ça n'est pas ça le propos. Donc si on écoute le podcast, en fait, on sait que ça n'est pas ça le propos. Donc j'ai juste posé la question, ai-je dit que la CNV était toxique en elle-même ? Ce à quoi il me partage une capture d'écran pour me dire qu'il semblerait que oui, vu qu'il y a le texte et le visuel. Puis il entoure et il relit tout ça, histoire que je comprenne bien de quoi on parle. Et c'est là que j'ai tilté et que je me suis dit, mais en fait il n'a pas écouté. Il se base sur le visuel et le titre, il n'a pas écouté le contenu. Donc je lui ai posé la question, as-tu écouté le contenu ? Et en fait c'est là que ça me dérange. C'est là qu'on a quelque chose que je trouve absolument irrespectueux. Déjà, réagir sur un contenu qu'on n'a pas écouté. Et ensuite, partir du principe que c'est normal. Sa réponse, le but d'un marketing négatif, c'est de polariser. Ouais, le but de mon marketing était de polariser. Très clairement. J'ai pas choisi de faire une miniature avec le déni marqué en gros en rouge, avec un viseur, avec un pointeur et avec la liste des disciplines pour que ça passe inaperçu. C'est clair que je cherchais de la visibilité, je cherchais à ce que mon message soit entendu. J'ai travaillé mon titre de manière à ce qu'il soit vendeur, accrocheur, qu'on se dise il y a quelque chose de croustillant derrière. Donc oui, le marketing était clairement d'attirer l'attention. Polariser, ouais, oui et non. Mon intention première, en tout cas, était d'attirer l'attention pour que le message passe le plus largement possible. Et semble-t-il, ça a très bien réussi. Donc sur cette première phrase, je suis parfaitement d'accord et c'était l'intention. Perso, quand je vois un discours discriminant, inutile et non constructif, ça me donne pas envie d'aller plus loin. Et là, dans cette phrase, en fait, on a tout le creux du sujet. C'est déjà discours discriminant. Tu n'as pas écouté mon discours ? Donc tu ne sais pas si mon discours est discriminant, tu n'as écouté que mon titre et tu n'as regardé que ma miniature, donc tu as des bribes d'informations. Donc tu ne peux pas dire que mon discours est discriminant. C'est comme si tu allais à une conférence, tu vois, et tu regardes la présentation des conférences, et il y en a un qui est présenté avec son sujet, et tu sors de la salle en te disant non,
ce discours est tout à fait scandaleux, mais tu n'as écouté que le sujet, tu n'as que le titre, tu n'as même pas l'introduction, et tu es en train de juger ça scandaleux et discriminant. Tu vois, ça en fait, tu peux pas juger sur l'emballage. C'est comme si tu rentrais dans un supermarché, et tu prends un emballage, tu dis ça c'est absolument dégueulasse, c'est dangereux pour nos enfants et tout. Tu ne connais pas le produit, tu vois. Donc je trouve que c'est déjà une aberration en soi et non constructif. Je ne crée pas la construction de mon discours, encore une fois, dans l'emballage marketing de mon podcast. C'est à l'intérieur du podcast que tu as la substance de mon discours et de mon propos. Et ça me paraît absolument logique. Ça ne te donne pas envie d'aller plus loin, soit. Et là, moi, la question que je me pose, et visiblement j'étais pas la seule à me la poser, pourquoi, dans ce cas, trouves-tu utile et pertinent de réagir ? Je n'oblige personne à écouter mes contenus. Mais si tu veux y réagir, si tu veux débattre intelligemment, comme tu le dis ensuite, d'un contenu, tu dois pouvoir d'abord l'écouter. En fait, il n'y a pas de communication sans écoute. Et je ne suis sans doute pas formée à la CNV, mais je suis formée à l'écoute active. Donc, manque de peau, en fait, il y a quelque chose là qui manque à créer une communication saine et une communication qui est tournée vers l'autre. Et ce qui manque, c'est l'écoute. Je regarde l'autre, j'écoute l'autre, j'essaie de comprendre son point de vue, plutôt que d'être en réaction sur des espèces de bribes de trucs où je me dis « ça je connais, ça je connais, ça je connais, alors il faut absolument que je réagisse ». Mais non en fait, parce que tu ne sais pas ce que l'autre a dit. Tu ne sais pas où il est positionné. Tu ne sais pas sur quoi tu peux réagir pour créer un débat intelligent. Donc en fait, tu es en train de rentrer dans un débat stérile. Et non seulement ça, mais en plus la négation du propos de l'autre, du fait que tu ne l'écoutes pas, tu es dans la négation du propos de l'autre, dans la négation de tout ce qu'il peut amener en profondeur. Ça fait que tu es dans une forme de communication que j'estime violente. Donc on est totalement, en fait, en train de prouver le point de tout ce que j'exprime dans ce podcast. Et ensuite, cette personne a le culot de me dire « Peux-tu me dire en quelques mots ce que tu as voulu faire passer plus en profondeur dans ton message ? Si je peux prendre le temps, j'irai jeter une oreille à ton contenu audio. » Est-ce que moi, je veux prendre le temps de te résumer un contenu que tu refuses de lire et que tu critiques avant même de l'avoir écouté ? Non, en fait, non. Je n'ai pas le temps pour ce genre de choses et surtout, je ne veux pas prendre le temps pour ce genre de choses. Donc c'est exactement ce que j'ai répondu. Je n'ai pas pris le temps d'enregistrer un podcast pour le résumer en commentaire à ceux qui ont la flemme de l'écouter et ont déjà tiré leurs propres conclusions en regardant l'emballage. Ensuite, j'ai laissé la conversation. J'ai vraiment pas vocation à rentrer dans des allers-retours comme ça qui ne mènent strictement à rien pour rentrer dans une espèce d'échange d'idées égotiques comme ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc il y a d'autres personnes qui sont intervenues, qui ont échangé avec lui et ensuite il m'a renvoyé un long message sans que j'ai rien relancé. Donc il y avait eu quand même une volonté de prouver son point. Je ne sais pas si ce message part de l'écoute du podcast ou non. Ça n'était pas très clair pour moi. J'ai posé la question, je n'ai pas eu de réponse. Mais voilà, je ne voulais absolument pas réagir sans être sûre que la personne et écouter mon propos dans son ensemble. Voilà, je passe là-dessus. Pour moi, c'est pas possible en fait. C'est tout ce que je déteste sur internet et pourtant j'adore les réseaux. J'adore le partage de contenu. J'adore les échanges de commentaires. Il n'y a pas de souci. Mais tout ce que je déteste, c'était cette espèce de truc de réaction en surface et de vouloir prouver son point et se mettre en avant sur un sujet parce que on connaît la théorie, parce que ça parle de nous et tout. Il y a un truc ici qui est dans le déni complet qu'en fait on est dans « je nourris mon ego, je nourris mon ego ». Je ne dis pas qu'il ne connaît pas son sujet, je ne dis pas qu'il n'a pas une formation complète sur le sujet, mais dans la mise en application, je suis désolée, on n'est pas dans une communication non violente parce que tout simplement on n'est pas dans une communication là. On est dans quelque chose qui survole la communication, mais on n'est pas dans une communication. La communication, c'est dans le lien à l'autre. Et là, il ne voulait clairement pas entrer en lien avec moi, en fait. La seule chose qu'il voulait, c'est prouver son point et avoir raison. Sur cette dernière partie, on peut me reprendre. J'émets une opinion, j'émets une impression, voilà, c'est avec mes filtres, mes projections, parce que je suis désolée, en fait, je suis un être humain avec des filtres et des projections, et en fait, je les utilise quand je m'exprime et je ne lisse pas mon discours. Ça, c'est un premier conseil que je pourrais donner parce que je sais que j'ai beaucoup de clients qui sont un peu apeurés d'avoir à réagir à des commentaires critiques, à des questionnements et qui se disent comment je vais pouvoir gérer ça en fait. Est-ce que je vais avoir l'énergie de me justifier sur ceci, sur cela? Est-ce que si
j'avance des opinions engagées sur un sujet que je sais un peu touchy, je vais réussir à maîtriser les réactions que ça provoque. Déjà, première chose, si la personne n'a pas fait l'effort d'écouter, si la personne a écouté en diagonale, si la personne est complètement à côté de la plaque, il n'y a pas besoin de perdre son temps à se justifier de quoi que ce soit. Et c'est vraiment la zone sur laquelle j'ai fait attention ici pour ce commentaire, c'était de ne pas rentrer dans la justification. C'est déjà quelque chose que je travaille depuis quasiment 3 ans. Supprimer les zones de justification, supprimer les moments où en fait t'es en train de... Et ici c'est vraiment la clé pour pouvoir répondre, c'est puisqu'on te demande de justifier de ton propos sans l'avoir écouté, toutes tes justifications en fait ne vont être que des pédalages dans la semoule et ne vont pas pouvoir être entendues. Donc ça sert strictement à rien. Donc je préfère renvoyer la personne à sa responsabilité d'être en train de créer un débat creux et stérile plutôt que de rentrer moi dans une zone de justification. Ensuite, il n'y a pas besoin non plus de démonter le discours de la personne point par point. Il n'y a vraiment pas besoin de faire ça dans les commentaires. À partir du moment où tu relèves qu'il n'a pas écouté le contenu, c'est fini. Le débat peut être clos, la conversation peut être close et basta. Maintenant, j'ai rien contre la personne elle-même. Je ne peux pas avoir quelque chose contre une personne que je ne connais pas. Je suis en réaction uniquement sur le type de retour que j'ai pu avoir de sa part. Deuxième commentaire, et celui-là, c'est vraiment ma pépite. C'est la première fois, dis-toi, que je me fais insulter en commentaire. La toute première fois. Bon, je pense que c'est dû aussi au fait que j'ai bien verrouillé sur mon petit cocon qui à la base est davantage sur Facebook. J'ai vraiment verrouillé à partir du moment où j'ai commencé à avoir des attaques. J'ai répondu en commentaire de manière hyper stratégique et hyper précise pour être sûre de désamorcer le truc. Donc maintenant j'ai un vrai process pour pouvoir répondre aux critiques que j'estime non constructives. J'ai un vrai process pour désamorcer ça en étant bien sûr de ne pas attaquer en retour, parce que là t'as perdu la partie en fait si tu rentres dans l'attaque en retour. Donc je sais que au moins dans mon giron, on va dire, les personnes n'osent pas s'attaquer à moi, même s'il y en a certaines qui auraient bien envie, parce que elles savent qu'elles vont perdre la partie, parce qu'elles savent que je maîtrise ce jeu-là, ce petit jeu de prise de pouvoir, tu vois, dans l'échange. Mais là on était sur YouTube, et YouTube c'est quelque chose que je développe depuis assez récemment, donc j'étais pas à l'abri. Le commentaire dans son ensemble c'est: s'en battre les couilles pour une jeune fille, c'est classe, j'adore. On a envie d'écouter d'emblée et de suivre le modèle. 3 points d'exclamation. 13 emojis qui rigolent, il me semble. Plein de petits points. Suffocante. Q-U-N-T-E. Point d'exclamation. Emoji avec la nausée. C'est court, c'est concis, mais il y a tellement de petites pépites dans ce commentaire. Je l'ai tellement aimé que j'ai mis un cœur. Donc la personne n'a pas compris, mais c'est pas grave. Elle me prend pour une imbécile heureuse et si ça peut lui faire plaisir, moi aussi j'ai fait une heureuse, donc tant mieux. On va décrypter un petit peu ensemble parce que vraiment j'aime beaucoup. Alors il y a 2 personnes qui ont relevé ça: s'en battre les couilles, c'est trop vulgaire pour une jeune fille. Et ça me fait beaucoup rire. Déjà, le problème de ce que tu écoutes pour toi, c'est que je dis je m'en bats les couilles. Le problème de ce que tu écoutes pour toi, il se trouve dans l'emploi de mon langage. Soit, et je peux comprendre. Maintenant, je veux bien que tu me parles de mon propos. Tant qu'à réagir, je veux bien, on revient sur la première dynamique, je veux bien aussi que tu réagisses éventuellement à ce que je suis en train de développer comme propos. Mais tu fais comme tu veux. Moi, ce qui me pique plus, c'est pour une jeune fille. Alors déjà, merci pour le jeune fille. Je pense qu'il y a encore des gens là qui pensent que j'ai 22 ans. Donc gardez votre croyance, ça me va très bien. Mais pour une jeune fille, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que si c'est un bonhomme, ça va, tu vois? Si c'est un bonhomme, c'est bon, il s'en bat les couilles et ça lui pète les couilles. Et c'est ok parce que, tu vois, c'est un bonhomme. C'est viril, on attend ça de lui. Est-ce que c'est juste parce que je suis une jeune fille que je dois être polie et distinguée et réservée et discrète? Et cette vision-là, franchement, cette vision-là, c'est pas possible. Et là, c'est de la part d'une femme et il y a un autre commentaire de la part d'un homme qui dit à peu près la même chose. On a envie d'écouter. Écoute, il y a plusieurs milliers de personnes qui ont eu envie d'écouter, donc je vais plutôt m'intéresser à elles si ça ne te dérange pas. Et de suivre le modèle. Là, j'aime bien le mot modèle, tu vois, parce qu'il y a une vraie démarche de ma part d'être modèle.
et d'incarner quelque chose à travers mon image, tu vois, et à travers ce que je développe sur les réseaux. Cette idée de modèle, hein, ça renvoie à une réelle intention, à une réelle démarche, et c'est aussi ce que je transmets à mes clients, c'est de pouvoir devenir modèle de ce qu'ils veulent transmettre, de pouvoir devenir modèle du message de fond qui sous-tend leur offre et de créer une communication qui part de ce principe-là en fait. Et puis le dernier mot que j'ai adoré, suffocante. J'adore ce choix de mots. Je sais pas si je dois estimer que ça veut dire que je crée des contenus à couper le souffle, mais c'est incisif, c'est inattendu, c'est percutant, tu vois. Je me dis que même dans les insultes qu'on m'adresse, il y a quelque chose, quelque part, d'un petit peu original. J'aime bien. On passe sur l'orthographe approximative. Peut-être que inconsciemment, il y avait quelque chose entre suffocante et éloquente qui se mélangeait, tu vois. J'aime à croire ça. En fait, bizarrement, ça m'a plutôt renforcée dans ma posture et ça m'a plutôt solidifiée dans mon intention de continuer. Ce commentaire m'a vraiment donné une forme de détermination. Non pas parce que ça n'a pas soulevé de colère, vraiment, il m'a fait rire d'emblée. Mais j'ai la sensation que j'ai envie de bousculer des personnes comme ça, tu vois. Donc, quelque part, ça fait sens avec ce que je propose et je me sens à ma place. Et ça n'a vraiment aucun prix, c'est hyper précieux de se sentir à sa place quelque part, donc merci, mais sincèrement, merci à cette personne pour ce petit sentiment d'alignement. Une dernière petite question là-dessus, c'est quand on est choqué par le langage familier d'un podcast et qu'on finit son commentaire par une insulte mal orthographiée et un emoji prêt à vomir. Tu vois, je sais pas si on est dans la classe et l'élégance à cet endroit-là, mais tu me diras, moi je sais pas de quoi je parle, parce que si tu regardes les images de mes immersions, tu te rends compte immédiatement que c'est pas mon univers, quoi. Le point commun de ces deux réactions, c'est la non-écoute du propos, la non-écoute du fond et une réaction qui se base sur des éléments de surface. Donc soit le marketing, titre, miniature, avec juste quelques mots pris à la volée, soit le langage qui est d'ailleurs présent dans les premières minutes, donc dans l'introduction. Il y a une nette différence, c'est qu'il y a une réaction qui est dans une tentative de dialogue respectueux. Pour moi, c'est une tentative, pour lui, c'est sans doute une réussite. Alors que le second, il n'essaie même pas, et c'est de la moquerie pure, tu vois. Et le deuxième point commun entre les deux, c'est vraiment ce que j'ai envie de mettre en avant à travers cette vidéo, c'est la condescendance. La condescendance de ces commentaires, elle est ouf. C'est-à-dire que tu es vraiment dans une démarche de « moi, je sais ce qui est bon ». Moi, je sais comment tu devrais parler. Moi, je sais comment tu devrais t'exprimer. Moi, je sais comment tu devrais dire les choses. Moi, je sais ce que tu devrais penser. Et du coup, je viens t'expliquer la vie et t'expliquer comment les choses devraient être avec ma petite position supérieure là. Et ça, moi, j'aime pas du tout. J'allais dire c'est le mal du siècle, mais c'est sûr, c'est ce qui, moi, me hérisse le poil le plus. Donc, comme je suis une humaine basique, autocentrée, eh ben, je vais dire que c'est le mal du siècle parce que c'est mon mal du siècle. Je n'aime pas du tout cette approche-là, en fait. Et souvent, c'est assez inconscient, d'une. C'est caché derrière une espèce de forme de je vais t'amener de la pédagogie, je vais t'ouvrir l'esprit, non mais en fait t'as pas compris, je vais te dire parce que moi je suis formée et moi je sais et tout. Et j'ai du mal avec ça et c'est une overdose que j'ai eue ces derniers mois qui a fait que j'étais beaucoup moins présente dans les commentaires justement parce que j'avais plus envie de jouer à ce petit jeu de qui a la plus grosse en faisant semblant de pas y jouer. Moi, je préférais jouer frontalement, tu vois, plutôt que de faire semblant d'être une espèce de pseudo-sauveur avec mon espèce d'expertise mystérieuse que tu n'auras jamais et de clore le débat avec « non mais tu n'as pas vécu ça et tant que tu n'es pas là, tu ne peux pas savoir ». Tu vois, c'est un peu comme cette espèce de discours qu'ont parfois les personnes qui sont plus âgées que nous, de dire « tu verras quand ». Et quand t'as pas d'enfants, tu verras quand t'auras des enfants. Et quand t'as des enfants, tu verras quand ils seront plus grands. Et quand ils sont plus grands, oh non, mais tu verras quand tu seras à la retraite et qu'ils seront adultes. Et en fait, à chaque fois, ça clôt le débat en mode « moi je sais, et puisque tu ne peux pas, là, dans l'immédiat, entrer dans la même zone que moi, tu ne peux pas me contredire. » Et c'est toujours amener un propos qui ne peut pas être contredit, tu vois. Et ces personnes-là sont réellement dans une tentative inconsciente la plupart du temps, avoir raison, d'aller poser sa petite supériorité, mais surtout
La poser à un endroit où l'autre est bloqué, c'est poser son pouvoir au détriment du pouvoir de l'autre. Et ça, c'est ce que j'appelle la condescendance. Et c'est hyper sournois et je déteste ça. Maintenant, on va faire un tour rapide d'autres commentaires. J'ai fait une sélection qui est un peu large. J'ai eu pas mal de retours qui disaient que c'était très rapide et que le débit était difficile à suivre. Je comprends ça, c'est pas la première fois qu'on me le dit. Moi, j'aime bien quand c'est dans cette forme de dynamique, dans cette intensité-là. Là, c'était accentué du fait que j'étais vraiment à fond dans ce que je disais. Il y avait vraiment l'énergie, tu vois, qui allait avec. Il y a une personne très intelligente qui a répondu, faudrait que je la retrouve. Voilà, Dito3478 a brillamment répondu. Vous pouvez changer en appuyant sur la petite roue des réglages et choisir vitesse de lecture 0,75. Voilà, parce que moi je ne suis pas certaine que j'arriverai à réduire le débit à chaque fois dans mes contenus. Donc n'hésitez pas à utiliser les réglages YouTube qui sont très bien foutus pour ça et à réduire ma vitesse. Inaudible, aucune prononciation. J'aime bien les personnes qui disent qu'il n'y a aucune prononciation, qui se sentent obligées de le commenter mais qui ne prennent pas le temps d'écrire une phrase pour le commenter. Tu vois, et qui te lâchent des mots à la volée comme ça, qui du coup sont exactement dans... Merci de dire tout haut ce que je pensais tout bas, c'est aussi un retour que j'ai eu beaucoup et qui me tient à cœur. Tant ce désir de rendre l'autre responsable mène aussi à une guerre mentale faite de nouvelles limites intellectuelles, contradictions et déni. Par exemple, quand tu dis que se sentir victime peut tout simplement venir du fait que l'autre se soit comporté comme un con, je suis désolée mais je trouve ça très limité intellectuellement. On peut aussi très bien reconnaître un positionnement de victime chez quelqu'un dans une relation avec une tierce personne sans être soi-même impliqué et donc n'être dans aucun triangle. En fait ça je le dis dans le podcast, il me semble que tu peux avoir une vision extérieure. Là, je pense que tu es en train de prendre mon propos pour une espèce d'avis exhaustif, particulièrement sur la question du triangle de Karpman. Ce que j'évoque, c'est une situation, un exemple de comment est-ce que ça peut être utilisé pour s'extraire de sa responsabilité dans la dynamique relationnelle. Donc dans mon exemple, en fait, la personne fait partie du triangle. Précisément. C'est dans mon exemple, il me semble que c'est clair, je le réécouterai. La personne qui se positionne en tant que victime, elle porte une accusation envers l'autre, qui du coup se trouve dans la position de bourreau. Et l'autre part du principe que je ne suis pas bourreau, c'est ta projection parce que tu es coincé dans ce triangle machin. Et du coup, en fait, il ne pose pas la question de sa responsabilité dans ce qui se passe dans cette relation. Pourquoi est-ce qu'il y a une victime? Pourquoi est-ce qu'il y a un bourreau? Et il dit, ça t'appartient, c'est ton truc, c'est ta projection. Moi, je suis pas dans le triangle, en gros. En gros, c'est ton triangle et je suis pas dedans. Et quand je dis que tu te sois comporté comme un con, en fait, c'est fait exprès, un peu, ce langage. C'est fait exprès, c'est pour ramener à une espèce de truc, paf, hyper concret terre à terre, tu vois, hyper basique. Et ça, c'est fait exprès. C'est vraiment ramener à quel moment est-ce que je suis en train de fuir totalement mes zones d'ombre, de fuir totalement les comportements que j'ai qui peuvent blesser l'autre, en lui disant c'est ta blessure, ça t'appartient et c'est à toi et ça me regarde pas, et ne jamais prendre la responsabilité des conséquences de ce qu'on met en place dans la relation qui peuvent blesser l'autre. Parce que si tu pars du principe que tu lui laisses absolument tout, que tu lui laisses tout ce qui le rend triste, tout ce qui le blesse, tout ce qui est difficile pour lui, c'est plus une relation, tu vois, en fait. Genre, moi, je suis totalement détachée de tout ce qui vient de toi qui peut m'atteindre, rien ne peut m'atteindre, et toi, quand quelque chose t'atteint qui vient de moi, je considère que tu dois le garder, et du coup, en fait, tu mets de la distance, tu veux surtout prendre aucune responsabilité, aucun engagement, et cette relation est inexistante. C'est ça que j'appelle se comporter comme un con, en fait. C'est partir du principe que t'es en situation relationnelle uniquement quand ça t'arrange et comme ça t'arrange. Tu peux avoir des relations comme ça de marchandage uniquement là où ça t'arrange, uniquement comme ça t'arrange, uniquement quand ça t'arrange. C'est pas des vraies relations, c'est pas des vraies mises en lien, c'est pas quelque chose dans lequel tu vas pouvoir apporter à l'un et à l'autre quelque chose qui va rentrer dans une, dans une danse, tu vois. Non, il y a une forme d'engagement, il y a un choix d'engagement dans une relation, si tu veux que ce soit une relation profonde. Et si cet engagement, il n'est pas là, et s'il n'y a pas une certaine forme de prise de risque, s'il n'y a pas une responsabilisation de chacun, alors il n'y a pas de relation, il y a du marchandage. Je suis un peu extrême sur ces sujets, mais très clair, la majorité de nos relations sont des relations de marchandage. Je prends chez toi ce qui me nourrit, tu prends chez moi ce qui
ce qui te nourrit toi. Et on fait des échanges de bons procédés comme ça. Et on essaie surtout d'être en lien, surtout uniquement sur ces zones-là. Et peut-être on crée une espèce d'illusion, de projection, de lien, parce que c'est ce qu'on nous a appris, mais on est dans du marchandage relationnel. Et quand on n'en a pas conscience en fait de ça, eh ben on se retrouve dans des situations où on trouve absolument normal de faire du mal à l'autre. Et oui, faire du mal à l'autre. On peut faire du mal à l'autre. C'est pas uniquement, tiens, ça lui appartient et c'est pas moi qui fais du mal. On peut, par ses agissements, créer des situations qui blessent l'autre et être dans le déni complet de ça, sous prétexte que non, mais en psychologie, j'ai appris que c'est lui qui m'a avec ses projections et mes machins. Et c'est pas ça une relation en fait. C'est pas envoyer l'autre se faire foutre avec ses blessures. C'est pas ça. Donc là, c'était une digression par rapport à la réponse à ce commentaire qui est tout à fait légitime en termes de questionnement. Je peux comprendre pourquoi il réagit comme ça. Donc on peut très bien reconnaître un positionnement de victime chez quelqu'un dans une relation avec une tierce personne sans être soi-même impliqué. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est juste pas ce dont je parle dans l'extrait du podcast. Dans l'extrait du podcast, on ne parle pas d'une tierce personne, on parle de soi avec l'autre. Dans chaque situation où l'on s'est positionné en victime, on avait aussi un intérêt à se positionner ainsi. Je suis d'accord avec ça. Démasquer cet intérêt et le choix inconscient est la meilleure manière de changer ce positionnement la prochaine fois. Cela implique de prendre sa responsabilité. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée. En fait, ça ne rentre absolument pas en contradiction avec le fait que la personne qui est dans la situation bourreau prenne aussi sa responsabilité. C'est vraiment juste, il n'y a pas que la victime qui doit prendre la responsabilité de son positionnement dans le triangle. Les autres aussi ont des conclusions à tirer de ça et de leur comportement, de leurs agissements. Ils doivent prendre la responsabilité s'ils veulent que cette relation perdure. Le mieux que l'on puisse faire est d'aider les gens à développer leur libre arbitre et leur propre perception du monde pour faire des choix conscients. Amen to that. La question du libre arbitre, elle est vraiment ultra centrale dans ma perception de l'accompagnement et elle est ultra centrale dans ce sur quoi je réagis négativement en termes d'accompagnement. C'est vraiment laisser à l'autre son libre arbitre, c'est tellement important. Il y en a qui vont utiliser le mot de souveraineté, moi j'aime bien libre arbitre, il y a un côté un petit peu divin, tout ça. J'adore, cela fait écho particulièrement, je dois dire même bien mal au cul. C'est pas forcément mon intention, mais je sais que c'est pour la bonne cause. Donc, pourquoi pas. Là, celui-là, j'ai pas compris. Qui a dit que nous n'avions pas la main sur nos émotions? Pas moi. Ce que je dis, c'est peut-être qu'elles ont leur place, et qu'elles méritent d'être exprimées, qu'on n'a pas nécessairement à les foutre sous le tapis, à les réprimer, qu'on a le droit de les faire apparaître dans notre discours, qu'elles ont leur place et qu'on peut leur donner leur place. Donc je comprends pas ce commentaire, je ne sais pas qui a ainsi obscurci votre jugement. Déjà il part du principe que mon jugement est obscurci par quelqu'un, je ne sais pas pourquoi je devrais être absolument manipulée par une entité extérieure, mais soit, mais il transpire la peur et le ressentiment. Ressentiment, peut-être. Il y avait une forme de ressentiment à l'intérieur de ce podcast parce qu'il y a certaines situations que j'évoque, que j'ai vues, ou qui me sont arrivées, certaines dynamiques relationnelles, tu vois, sur lesquelles, certes, je peux partager du ressentiment. Je peux comprendre que ça se ressente. La peur, je pense pas. J'ai pas la sensation d'avoir une quelconque zone de peur qui a pu s'exprimer à l'intérieur de ce contenu. Décharger votre colère, c'est le passage obligé. Je suis pas en train de décharger ma colère. Je suis en train d'utiliser ma colère pour mettre une certaine énergie dans mon discours. Et c'est quelque chose aussi que je transmets en accompagnement, en fait, c'est d'aller se réconcilier avec son émotion pour pouvoir l'utiliser pour mettre de l'intensité. C'est de la comprendre pour pouvoir l'utiliser pour mettre du sens. Donc, il y a de la colère à l'intérieur de ce contenu. Je sais qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de mal avec ça. Ressentir qu'il y a de l'émotivité, quelque part, à ressentir cette émotion-là et aller au-delà de « je ressens de la colère donc c'est nocif »,« je ressens de la colère donc c'est pas bien ». Il y a pas mal de contenu, moi, que je crée sur une base de colère. Et parce que je sais où elle est, je sais où elle se place, je sais où j'ai envie de l'emmener, je sais ce que j'ai envie d'en faire et que c'est un travail sur l'émotionnel que je fais depuis des années qui me permet de me dire, en fait, je sais que j'ai pas intérêt, cette colère, à lui dire de se taire, par contre, je veux maîtriser là où elle arrive, je veux maîtriser ce qu'elle me fait dire, je veux qu'elle serve un message, je veux qu'elle serve un vrai propos, je veux qu'elle soit là dans une optique de transmission de quelque chose. Et donc, oui, il y a de la colère dans ce podcast, oui, il y a du ressentiment dans ce podcast, et c'est parfaitement assumé. Et il n'y a aucun souci avec ça pour moi. Maintenant que ce soit un passage obligé, je suis désolée, je ne suis pas
dans un cheminement de faire disparaître mes émotions. Et si un jour ça arrive dans mon cheminement spirituel ou quoi, c'est pas parce que une quelconque personne sera arrivée sur mon chemin avec sa petite condescendance dans son sac et m'aura dit « c'est bien ma fille, vas-y sois en colère, mais quand tu seras à un niveau de conscience plus élevé comme moi, tu verras que ça ne t'atteindra pas. » Tu vois, en fait ce discours-là, il est pour moi, il schlingue quoi. Vraiment, c'est insupportable. On est encore dans de la condescendance pure qui dit « moi, je suis plus haut, moi, je sais, moi, j'ai plus de conscience, moi, je suis plus apaisée. Et comme moi, je ne m'exprime pas avec colère, ça veut dire que j'ai mieux compris la vie. » Je déteste ça. Je continuerai à vous écouter, merci, car j'espère entendre des propos plus apaisés et centrés. Y en a des propos plus apaisés. Cela dit, je pense que celui-là est aussi centré que les autres. En fait, l'alignement n'est pas le lissage. Arrêtez de confondre les deux. On n'est pas aligné sous prétexte qu'on s'habille avec une toge en blanc et qu'on est impassible. C'est pas ça l'alignement. C'est pas ça être centré. Être centré n'est pas être dépourvu de réaction émotionnelle. Et ça me... ça me saoule d'entendre et de réentendre des personnes croire que l'évolution spirituelle, l'évolution psychologique dépend du calme. C'est pas vrai. C'est une espèce de cliché, tu vois, qui est que on devrait tous évoluer vers une espèce de truc de gourou méditant sur la montagne. Je trouve ça très cool, les gourous méditants sur la montagne. Je trouve ça chouette, j'adore ça, il n'y a pas de souci. Mais ça n'est pas en rentrant dans cette espèce de cliché de surface qu'on dénote d'une maturité spirituelle ou d'une maturité d'évolution intellectuelle. En fait, la maturité interne n'amène pas absolument tout le monde à être en tailleur, en toge blanche sur une montagne en silence. Ça n'est pas le chemin de tout le monde. Et ça, j'y crois vraiment fermement. Donc, aujourd'hui, en fait, si j'ai des propos qui sont intenses émotionnellement, écoute mes propos, écoute la construction du discours, écoute la structure, écoute la cohérence. C'est centré. Et j'ai vraiment aucun problème à le dire. C'est centré. Ça n'est pas apaisé, mais c'est centré. Vous êtes sur le chemin courage. Est-il vraiment besoin de commenter la condescendance complète de cette phrase? Vous êtes sur le chemin courage. Je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui je suis. Et sur la base d'un contenu, apparemment parce qu'il est émotif, tu pars du principe que je suis moins avancée que toi. Et du coup, tu m'encourages parce que tu es dans cette espèce d'esprit claqué de fausse contribution. Je vais les aider, je vais les encourager, je vais les guider parce que les pauvres petits, ils n'ont pas encore tout compris. Mon cœur s'emballe de les voir galérer dans leur petit chemin qui est bien moins évolué que le mien, tu vois. En fait, ça me fait débecter. J'ai envie de vous vomir à la gueule et je vais me faire reprendre là-dessus encore. Ça manque de classe, ça n'est pas bienveillant. Et c'est sous le coup de la colère, et il y a de l'émotion. Et oui, parce que en fait, j'en ai assez. À quel moment est-ce qu'on a le droit de prendre les gens comme ça de haut, sans avoir aucune idée de leur vie, de leur évolution, de leur cheminement, de leur connexion, de rien du tout en fait. T'as pas le droit de faire ça. Donc j'ai pas compris le truc sur avoir la main sur les émotions. Peut-être ça vient d'une petite phrase que j'ai oubliée de mon podcast. Je pars du principe, moi, que oui, en fait, plus on a de maîtrise sur ces émotions, et plus on peut les utiliser au service de quelque chose de plus grand, et au service de quelque chose qui est plus puissant. J'ai jamais dit qu'on n'avait pas la main sur ces émotions. Par contre, ce que je dis, c'est qu'elles ne sont pas là pour être supprimées, parce que tu ne peux pas supprimer une émotion, en fait. Tu la déplaces, tu changes sa nature, tu changes sa forme, ou tu la mets dans une zone inconsciente où elle va continuer d'agir, mais tu ne peux pas supprimer une émotion. Donc, ouais, maîtriser, savoir où est sa place, lui donner sa place, lui donner une place, mais la supprimer, non. Là, on a une personne qui me dit « Votre propos pourra cependant servir à ceux qui débutent et se font avoir. » Et j'avais envie de rebondir dessus parce que mon propos, à la base, ça peut servir à tous ceux qui sentent qu'il y a quelque chose pour eux, mais à la base, il est davantage tourné vers les accompagnants. Et vraiment, mon intention première, c'était « Regardez-vous, regardez vos pratiques, regardez vos zones de déni, regardez comment vous êtes en train d'utiliser les outils. Est-ce que réellement c'est au service de l'autre ou est-ce que vous êtes en train de mettre des œillères à un endroit ?» Donc il n'était pas destiné à des débutants qui se font avoir. Si ça peut servir,
tant mieux. Et puis c'est vraiment pas le propos de dire tout le monde est méchant en haut. C'est plus justement pour des personnes qui sont dans l'accompagnement, qui avancent dans leur pratique, qui réfléchissent à leur pratique, peut-être qu'ils sont là depuis très longtemps. Je sais qu'il y a des personnes qui sont des accompagnants renommés, qui ont une grosse expérience, qui ont des entreprises florissantes, qui se sont remis en question suite à ce podcast, et ça s'adressait en fait exactement à ces personnes-là. Vraiment, t'as cette forme de réussite qui renforce le déni, qui renforce la conviction que t'es au bon endroit et que tu fais les choses de la bonne manière, et qui renforce en fait les œillères qui empêchent ta remise en question aux endroits où finalement ça convient très bien à ton système parce que l'ego est nourri et que ça fait du bien là où tu as besoin de compensation dans ta construction d'identité et du coup ça te soulage. Et du coup, comme en face tu as des personnes qui disent amen et qui sont comme ça, qui te regardent d'en bas et qui pensent que tout ce que tu fais leur apporte la lumière, et comme tu apportes effectivement des choses, tu vois, t'es dans une sorte de zone floue qui te fait croire que t'es un être de contribution, un être de don total, un être de générosité, à un endroit où, oui, il y a ça, mais pas que. À un endroit où t'es aussi en train de t'emprisonner et d'emprisonner certaines personnes dans un truc toxique, et dans un truc qui ne les sert pas, ni à long terme, ni à moyen terme. Et c'est plus vraiment pour ces personnes-là, moi, que j'ai pensé ce podcast. Je rebondis juste là-dessus pour ça. Merci pour ton commentaire en tous les cas. Ah, un commentaire qui commence par « Stop !» à ta première analyse, entre guillemets. Mais soit, tu peux remettre en question le fait que je fasse de l'analytique, parce que je fais essentiellement du déballage d'opinion, et du coup, y a pas de problème à me dire que c'est pas une analyse. As-tu déjà vécu une constellation familiale où toi-même te représente ? Essaye, et on en reparle. Donc le ton condescendant là, il ne fait pas défaut non plus. Essaye et on en reparle, petit emoji qui sourit. Voilà, donc la condescendance en fait me donne absolument pas l'envie d'être gentille en retour. Donc je vais peut-être... Comment répondre à ça ? As-tu déjà vécu une constellation familiale où toi-même te représente ? Non, je parle à l'aveugle. J'ai lancé ce podcast, mais en fait, tout ce dont je parle, je l'ai absolument pas observé. Tu vois ? Donc j'ai inventé tout de toutes pièces et je suis en train de créer une espèce de fable, de critique, de pratique dont je n'ai rien observé. Évidemment que si je parle des constellations familiales et de comment c'est pratiqué, ce sont des choses que j'ai observées. Évidemment. Mais du coup, elle part du principe que non et elle me dit essaye et on en reparle. Mais on en reparle quand tu veux en fait. Tu m'envoies un MP et on en reparle, il n'y a pas de souci. On se fait un petit échange visio, on enregistre une interview, on fait un live, on fait ce que tu veux et on en reparle. Je suis hyper solide sur ma vision de la chose et il n'y a aucun souci à débattre sur la question. Mais du coup, je ne sais pas en fait ce que cette personne veut dire parce qu'elle me pose ces questions-là et je ne sais pas ce qui lui a posé problème. Elle me dit pas ce qui lui a posé problème dans mon discours, donc c'est très difficile de répondre. Parce que j'ai pas de matière à laquelle m'accrocher, tu vois. J'estime que peut-être c'est encore une personne qui pense que je critique l'outil plutôt que de critiquer une certaine pratique de l'outil. Et ça doit être quelqu'un qui doit avoir un rapport affectif à la constellation familiale. C'est super d'aimer vos outils, les gars, mais arrêtez d'être réactifs comme ça, quoi. Sur la CNV et les constellations familiales, ça vous rend tellement émotif, on se demande qu'est-ce qui se joue là-dedans, quoi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui vous fait réagir de manière aussi viscérale? C'est quoi le problème? Alors peut-être c'est des choses qui vous ont sorti de la merde à un moment donné, peut-être que c'est une pratique qui vous a ouvert les yeux sur un autre monde, peut-être que ça a construit votre personnalité, c'est super, c'est génial, mais regardez un peu à quel point vous êtes réactif sur le sujet et à quel point ça vous empêche d'écouter le propos en face. C'est surtout ça en fait, parce que les réactions sont sur le mot et pas sur ce que j'en dis. Et ça c'est ouf quand même. Moi il n'y a pas de souci à avoir des débats intelligents sur le fond de ce que je dis. Je suis prête même à avoir quelqu'un en face qui est absolument pas d'accord avec moi sur le fond de ce que je dis. Et c'est ok. Et on restera chacun sur nos désaccords, tu vois. Et peut-être qu'il y a un endroit où on va bouger. Mais je ne sais pas quoi dire à une personne qui réagit à un mot et qui ne m'explique pas ce qui lui pose problème. Du coup, même pas envie d'écouter la suite. T'es pas obligé, hein, c'est pas grave. Trop personnel et projective pour moi. Une expression biaisée par tes propres projections. C'est personnel
C'est assumer que ce soit personnel, donc ça me va. Que ça te dérange, ça, c'est possible. Projective, je sais pas ce que tu veux dire par là, mais une expression d'amour biaisée par tes propres projections. Là, c'est pareil. En fait, je pense que je vais passer ce commentaire parce qu'il y a des réflexions, mais on sait pas sur quoi elles se posent. Tu vois, sur quoi sont mes projections ? De quoi tu parles? Et ensuite, je passe mon chemin sur ta vidéo règlement de compte perso. Il y a une partie de règlement de compte qui concerne là où je suis réactive et là où c'est important pour moi. Donc ça, oui. Mais tu vois, c'est totalement assumé en fait. Encore une fois, on est sur ma chaîne, on est sur mes contenus. C'est ma vision que je partage. Et si c'est pour que je reprenne des trucs à droite à gauche qui ne concernent pas mon opinion, qui ne concernent pas ma vision du monde, vous pouvez trouver plein de blogs, plein de chaînes qui font ça très bien et qui repartagent des trucs de partout et qui revomissent de l'information. Il n'y a pas de souci, vous trouvez ça où vous voulez. Mais c'est pas ici que vous allez trouver ça. Waouh, faites très attention à ne pas continuer à tout mettre dans le même panier ou tout généraliser. J'ai pas fait ça, je crois. Par contre, on peut dire que ma démarche a été de faire exprès de prendre toutes les disciplines pour montrer une dynamique présente dans l'ensemble de ces disciplines. C'est une même dynamique qui s'applique à tous ces outils. C'est une même dynamique de déni, de utiliser l'outil comme par avant, le mettre devant soi pour ne surtout pas regarder ce que je suis réellement en train de faire. C'est pour ça que je les ai mis tous ensemble en fait. C'est pour ça que j'ai fait un package. Ouais, il y a un autre commentaire qui me disait « Le niveau de conscience et d'éthique de ce podcast en fait une pépite, merci. Bravo, le contenu est incroyablement dense, chaque partie pourrait faire un post en lui-même. » Et je suis d'accord avec ça, mais j'ai fait exprès réellement de tout mettre dans le même podcast parce que c'est une seule dynamique qui sous-tend l'ensemble de ce que je décris. Et c'est ça vraiment que j'avais envie d'amener comme message. Je sais pas si c'est pour ça que cette personne pense que je mets tout dans le même panier, mais j'ai clairement pas l'impression de tout généraliser. En fait, je pense qu'il y a des personnes aussi qui écoutent un contenu et qui se disent « C'est pas possible qu'elle applique cette pensée à tout. » Non, je n'applique cette pensée que à ce que je décris dans ce podcast. C'est juste que c'est le sujet du podcast. Donc c'est de ça que je parle. Et je vais pas passer mon temps à créer des espèces de parenthèses d'alerte. J'ai fait une introduction déjà avec « Attention, je ne critique pas les outils en tant que tels et tout ». J'ai fait un disclaimer dans l'introduction. Pour moi, c'est suffisant. Je ne vais pas alourdir ensuite mon propos en étant sans arrêt dans la justification, en étant sans arrêt en train de dire « Attention, attention, c'est pas tout le monde, attention, attention ». Non, surtout si tu m'écoutes et que tu pratiques ça, ne te remets pas en question parce que c'est pas tout le monde. Tu vois, parce qu'en fait, si tu crées ces zones-là, on n'est plus dans ce que je veux amener. Moi, je veux amener de la remise en question. Je veux que chacun se regarde et se pose la question « Est-ce que je suis là-dedans ?» ou pas. Je veux que chacun prenne la responsabilité d'être en conscience de ce qu'il fait, de ce qu'il engendre, de ce qu'il vit, de ce qu'il transmet. Et c'est ça mon truc, c'est que chacun regarde la vérité en soi et pour soi. Donc si je commence à dire voilà ce qui se passe, mais t'inquiète pas, c'est pas tout le monde. Là, en fait, dans cette petite zone, toutes les personnes qui sont dans le déni vont se raccrocher à ça pour dire bah oui, évidemment c'est pas moi. Et vont venir taper avec moi sur tous les autres, alors que c'était pas le propos et que c'était pas l'enjeu. Et là, j'ai eu très peu de personnes, très peu de personnes en commentaire qui venaient pour taper sur les pratiques ou pour taper sur les accompagnants. Il y a eu beaucoup de réactions qui étaient nuancées et qui n'étaient pas dans la petite guerre de « voilà les méchants, voilà les gentils ». C'est exactement ce que je voulais et je suis très reconnaissante de pouvoir avoir eu des personnes qui ont écouté avec leurs deux oreilles et avec leurs deux cerveaux connectés. En fait, ce contenu est construit de manière à éviter d'avoir les réactions que je ne veux pas. Il est conçu de manière à ce qu'il y ait le moins possible de zones qui alimentent le déni dont je parle. Vous avez visiblement encore beaucoup de chemin à faire, donc encore un qui pense que je suis sur mon petit chemin de pauvre mortel faible qui n'a conscience de rien. Ça, bon, t'auras compris que c'est le genre de réflexion qui m'énerve sacrément, parce que ça rentre dans une forme de hiérarchie immédiate sur ceux qui ont fait tout le chemin et ceux qui ne l'ont pas fait. Et surtout, quand bien même en fait, c'est marrant parce que j'en ai discuté avec une copine hier au téléphone et justement, elle me disait, et c'est exactement ce que je pense, quand bien même cette personne serait plus élevée en termes de conscience que toi, le fait qu'elle le mette en avant dans la conversation, le fait qu'elle te le dise, n'amène strictement à rien de constructif. Ça ne va pas d'un coup te faire dire « Ah oui, pardon, du coup je bois tes paroles ». Tu vois, c'est... ça n'a aucun intérêt, si ce n'est pour la personne de se rassurer en se disant « Oui, mais attends quand même, on va poser les choses, moi je suis là, toi t'es là, ok ?»
Donc c'est égotique. Et tu me dis ce que tu veux, hein. Mais si c'est un constat objectif, il n'y a pas besoin de le dire. Si tu es réellement au service, en fait, tu sais que ça ne va pas servir la personne de lui dire ça. Ça ne va rien lui apporter. Et si tu es réellement dans une forme de neutralité et d'amour de là où en est l'autre, t'as pas à lui dire qu'il est là sur le chemin et que c'est une petite chose fragile. En fait, à quel point tu es en train de rabaisser la personne en créant une hiérarchie où toi tu as le pouvoir? Est-ce que réellement ça la sert? Je suis pas certaine. Il y a vraiment quelque chose d'hyper sournois là-dedans qui ne me plaît pas du tout. Sur lequel d'ailleurs j'aimerais bien réfléchir plus pour apporter un contenu plus structuré, parce que là c'est vraiment un embryon de réflexion. Il y a quelque chose que j'aime pas du tout dans cette démarche de viens parce que moi je suis ultra avancée sur le chemin et toi t'es là. Voilà, donc j'aime pas du tout ça. J'ai demandé plus de précision pour savoir qu'est-ce qu'il voulait dire par tous dans le même panier, j'ai pas eu de réponse. Beaucoup de personnes qui réagissent sur la CNV. Donc comme j'ai dit, il y a une réactivité là-dessus que je questionne. Maintenant, je pense que s'il y a autant de monde, c'est qu'il y a peut-être quelque chose aussi... J'allais essayer d'être sympa, mais je pense vraiment qu'il y a trop de réactivité, tu vois. Parce que la violence accroche ton analyse sur quel point... moi, j'ai jamais dit que j'étais dans une démarche non violente. Hein. Juste comme ça. C'est pas parce que vous pratiquez la CNV et que c'est central dans votre vie que ça doit être le cas de tout le monde. Et je pense que la première forme de non-violence pour moi est l'acceptation de l'altérité et de la différence. Et l'acceptation que l'autre n'est pas dans ton monde. L'autre est dans son propre monde. Donc déjà, il y a un truc, il y a un vrai point de désaccord à cet endroit-là. C'est que moi, je n'ai aucune intention d'être dans la non-violence. J'ai l'intention d'être juste là où je suis. Mais si je dois exprimer les choses avec virulence, je les exprimerai avec virulence. Si j'estime que c'est la chose la plus juste à faire au moment M. J'ai pas une volonté d'être dans la violence non plus. J'essaie d'éviter, en général. Faut pas confondre non plus intensité du discours, émotion dans le discours et violence. Tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de confusion à cet endroit-là. Merci pour l'humilité d'avoir avoué ne pas l'avoir étudié. C'est pas une question d'humilité, c'est une question de fait. Je considère pas que je suis humble d'avouer ne pas l'avoir étudié. Je considère juste que c'est un fait. Car tu as bâti une opinion sur des interprétations des autres. Non. Que dire de plus? Non, j'ai bâti mon opinion sur des observations de dynamique relationnelle. Donc c'est beaucoup plus fouillé que ça, en fait. C'est beaucoup plus factuel que ça, aussi. Et ça se base pas sur des on-dit. Et c'est pas l'opinion de la CNV que j'ai bâtie, c'est l'opinion de ces dynamiques-là. Encore une fois, je pense que je le répéterai jamais assez. J'étudie des dynamiques qui utilisent les outils pour se cacher dans une forme de déni. Je ne suis pas en train de faire un retour sur les disciplines en tant que telles. Je t'invite à connaître d'abord ce que tu critiques, puisque je ne critique pas la CNV, c'est ok. Je n'ai critiqué que ce que je connaissais, car la CNV est beaucoup plus en lien avec nos besoins et la façon de les exprimer et de recevoir ceux des autres, à mon humble avis. Certainement, mais c'est ce que je dis. Précisément. Donc je pense que là, on est d'accord en fait. On est d'accord. C'est pas l'outil que je suis en train de... ou l'art de vivre, parce que je sais que vous êtes tatillon sur les mots là-dessus. C'est pas l'art de vivre CNV que je suis en train de remettre en question. C'est utiliser ça comme paravent pour ne pas regarder ce qu'on fait réellement. Parce que quand t'es persuadé que t'es le bien incarné parce que tu pratiques la CNV depuis des années, alors qu'en fait, tu es dans un déni complet de « je ne suis pas en lien avec l'autre, je n'écoute pas l'autre, et je suis juste enfermée dans mon petit univers de structure non violente, de surface », eh ben, t'es pas dans un art de vivre, t'es dans une illusion qui te fait du mal à toi aussi, en fait. Conclusion, être bien seule, c'était pas ma conclusion, mais je peux vraiment comprendre que cette énergie puisse transparaître parce qu'il y a réellement une overdose qui aboutit à ce type de contenu. Une forme de ras-le-bol de certaines interactions, donc... mais non, c'est pas la conclusion, on n'a pas fini. Continue de me suivre, je vais certainement évoluer vers une autre phase. Cette année, il y avait beaucoup de phases de ras-le-bol des humains autour de moi. Je pense que c'est pas encore fini, que j'ai envie de remettre en question beaucoup de choses et d'amener du contenu bien brut aussi, et de sortir ce qui a besoin de sortir. Mais ça, je sais que ça va pas vers la solitude, et au contraire, ça va vers le lien. Et ça va vers se lier plus à l'autre, se lier plus en vérité avec l'autre. Et c'est vraiment vers là. Je vais avoir la larme qui monte. Voilà, je suis un peu bisounours en vrai. Ça se voit pas forcément dans ce podcast, donc je sais que la majorité des gens
qui sont arrivés via ce podcast vont peut-être pas avoir cette perception en premier lieu, mais en vrai, moi je vais vers le lien à l'autre, mais un vrai lien profond et complet, avec de l'engagement. Et c'est juste que des fois, construire ça, c'est tellement exigeant que t'as des phases où t'en veux un peu au monde entier de ne pas comprendre ce que tu veux faire, quoi. Parce que c'est des phases où tu crois que personne ne comprend ce que tu veux faire. Et puis on se remet en selle et puis on y va. Et c'est ça entreprendre, et c'est ça créer une vie qui a une certaine forme d'exigence et avoir envie d'y mettre du sens. Donc non, pitié, n'abandonnez pas le lien à l'autre parce que c'est la clé, c'est central en fait. Je vous en reparlerai certainement ça aussi. Je me sens ok avec le fond de ta réflexion, mais pas la forme, je peux entièrement comprendre. C'est imposé comme une vérité qui ne reste que ta vérité dans ta réalité. Finalement, tu reproduis ce que tu reproches. Ça, je peux comprendre tout à fait ce propos-là. C'est ma vérité dans ma réalité, très clairement. Après, moi, effectivement, comme c'est ma réalité, j'y crois dur comme fer. Et je suis persuadée que c'est ça, et que mon analyse est juste. Donc je vous la fournis telle qu'elle. Parce que c'est une certitude pour moi. Je vends de la certitude, hein, c'est essentiellement. Est-ce que c'est imposé? Je sais pas si c'est imposé en fait, parce que toi, t'as ta propre capacité quand même à fonder ton opinion sur autre chose que sur mes propos. Donc je te donne mon socle, et tu en prends ce que tu veux. J'ai pas la sensation d'imposer quoi que ce soit. Et finalement, tu reproduis ce que tu reproches, et ça c'est intéressant. Parce que je comprends tout à fait cette réaction. À la fin du podcast même, j'en fais mention qu'il y a une forme de paradoxe, tu vois. À énoncer mes propos avec autant de certitude, alors que je prône le doute et la remise en question permanente. Mais ouais, il y a une certaine forme de paradoxe à cet endroit-là. Mais par contre, il y a quelque chose, et c'est ça que j'ai répondu, il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est de faire la distinction de contexte. La différence entre ce que je peux amener dans un contenu, et ici on est dans un espace de contenu où j'apporte ma vision, et il y a une différence entre ça, cet espace-là, et l'espace d'accompagnement. Et les espaces desquels je parle dans ce podcast, ce sont des espaces d'accompagnement. Pour moi, c'est pas du tout le même lien, la même relation que j'ai avec vous si je suis en mode contenu ou si je suis en mode accompagnement. Pour autant, dans mes accompagnements, il va y avoir des choses que je pose comme des vérités aussi, parce que c'est aussi un espace où parfois je suis dans le partage de ma vision et les gens sont venus pour ça. Il y a une reconnaissance à la base de ouais, en fait je me reconnais là-dedans, c'est cet état d'esprit que je veux développer dans mon entreprise, c'est avec ça que j'ai envie de construire mes stratégies, ma communication, ma visibilité, mon identité, donc je viens vers cette personne. Donc forcément je vais leur apporter aussi cette dimension de vision qui est ma vérité, et ça va leur parler ou non. Maintenant, j'ai la sensation que je crée des espaces où le libre arbitre a sa place, et justement tous mes outils sont créés avec cette espèce d'obsession que la personne puisse se les approprier. L'appropriation, c'est un vrai concept que je mets au cœur de ma démarche. Donc j'estime que je suis pas là-dedans dans l'accompagnement. Après, on est bourré de paradoxes, on est bourré de contradictions, donc je suis persuadée qu'on peut me reprendre à certains endroits, et c'est ok. Ce commentaire est pertinent, parce que je comprends totalement qu'on puisse le prendre comme ça. Déjà, une femme qui s'en bat les couilles, ça commence fort, et c'est le deuxième. Auriez-vous dans la bouche d'autres formules plus édifiantes? J'en ai, mais je parle comme je veux. Surtout pour vous, merci, mais je m'occupe de moi-même. Et ça ne vous met ni vous, ni les femmes vraiment pas en valeur. Alors j'aimerais bien quand même poser ici, je ne suis absolument pas la porte-parole des femmes, ok? Une femme n'est pas la porte-parole des femmes, certainement pas moi, parce que je m'identifie pour beaucoup à des hommes, ok? Donc non, en fait, non. Je ne fonctionne pas déjà comme la majorité des femmes, j'ai pu le constater, il y a une espèce de décalage bizarre, mais surtout non, arrêtez de partir du principe que nous devons être les représentantes les unes des autres, quoi. Ou alors faut pas se plaindre après quand on dit tous les hommes sont des cons. Excusez-moi, mais votre représentant principal s'est comporté comme un connard, donc ça ne vous met pas en valeur. Y a rien qui va dans ce commentaire. Tu n'as pas perdu ton temps, mille merci, même les meilleurs médecins ont besoin d'être soignés. Tu viens de m'aider à me recadrer à grands coups de je t'aime dans l'orgueil, pour mon plus grand bien et surtout pour ceux que je prétends aider. Il y a deux choses dans ce commentaire. La première, c'est tu as absolument touché des personnes qui ont eu l'humilité et le courage de se remettre en question et de me le dire. C'est incroyable d'avoir cet impact-là et je trouve ça vraiment très touchant. Je trouve ça extrêmement courageux d'aller poser, ouais, là je me suis regardée, j'ai vu qu'il y avait des choses, j'ai pris conscience et je vais pouvoir y travailler
et donc merci. Et c'est beau quoi. C'était vraiment ce que j'avais envie de créer avec ce contenu. Et je m'attendais pas à ce que y ait autant de personnes finalement qui soient dans cette démarche-là. Il n'y en a pas eu des centaines, mais il y en a eu. Et il y a aussi ceux qui ne parlent pas. Donc il y a toujours cette part qui ne s'exprime pas, qui est présente. Donc statistiquement, je peux dire que j'ai eu l'impact que je voulais avoir, à l'endroit où je voulais l'avoir. Et la deuxième chose qu'il y a dans ce commentaire, c'est pour ceux que je prétends aider, entre guillemets, et on sent qu'il y a une forme de blessure quand même là. J'inviterais la personne qui a commenté à peut-être travailler quelque chose aussi qui est de l'ordre de l'estime de soi, de trouver l'endroit où ça se joue. Parce que c'est super de se remettre en question, c'est super d'aller voir où est-ce qu'on s'est planté, où est-ce qu'en fait on n'est pas nécessairement autant dans le service qu'on pensait l'être. Mais là je sens une espèce d'autoflagellation, tu vois, qui mériterait d'être accompagnée. Donc si tu as quelqu'un autour de toi avec qui tu peux travailler ce sujet, à qui tu peux donner plus de détails, parce que là c'est vrai qu'on n'a pas grand chose, je sens qu'il y a quelque chose à travailler. Vraiment. Et si tu trouves pas cette personne, viens vers moi. Et puis on discute. Ça envoie du lourd. Merci pour cet éclairage. Ça remet tout le monde à sa place. Un développement à ce sujet serait bien enrichissant. Et la personne relève l'intention. Dans quelle intention on veut pratiquer, en l'occurrence la CNV, mais pour moi ça vaut pour tous les autres aussi. C'est super central cette question d'intention. Je suis d'accord avec le fait que c'est vraiment ça au point de départ. Si j'ai une intention pure, une intention claire, à la base de l'utilisation d'un outil d'accompagnement, il y a quelque chose qui naturellement va aller dans la bonne direction, tu vois. Je suis d'accord avec ça. Là où je mettrais un bémol et un petit attention, c'est parfois on pose une intention et en fait le point de départ de l'intention même n'est pas ok. C'est-à-dire une personne qui est dans le déni, qui a des œillères, va poser une intention... J'en ai parlé souvent, une personne qui est persuadée d'être dans le service et la contribution, alors qu'il a des dynamiques auto-centrées et narcissiques, une personne va poser une intention qui, de son point de vue, dans sa petite bulle de monde qu'il s'est créée, est absolument sincère et juste, mais qui est déjà biaisée par toutes les zones de déni et les barrières qu'il a mis pour ne surtout pas voir là où ça fait mal. Et du coup, l'intention même porte quelque chose de biaisé et qui va pas amener que du pur et que du bon. Je pense que c'est super important d'avoir conscience de ça. Nos intentions même, quand bien même elles sont le plus sincères et généreuses possible, nos intentions même portent nos dénis et portent ce qui est présent dans l'inconscient. Pour moi, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut être lucide. Poser une intention est hyper central, hyper important et change vraiment toute la donne, mais attention à ne pas croire que ça nous préserve de toute toxicité et de toute nocivité. Ça n'est pas le cas. Après, c'est une autre question de savoir est-ce que réellement on doit se préserver de toute imperfection, mais c'est encore une autre histoire. Hop, très chouette podcast, c'est ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne. Donc je peux te proposer des mots, te faire des miroirs, mais à la fin, la personne qui a raison, c'est toi. Et ouais, je suis très d'accord avec ça en fait. C'est qu'on apporte quelque chose dans notre accompagnement qui vient de nous, qui vient de notre essence, et c'est pour ça que la personne nous choisit. Et nécessairement, on travaille avec nos filtres et nos perceptions et nos projections. Parce qu'on aura beau essayer d'en mettre un maximum de côté, il y en aura encore. Mais à la fin, ce qui est important, c'est à quel point la personne a pu s'approprier ça et à quel point elle a pu le transformer en matière, en terreau pour sa propre histoire. Je suis pas sûre que les personnes toxiques à certains égards puissent tirer les leçons de ce podcast. Je parlais pas nécessairement de personnes toxiques. Je parle rarement de personnes toxiques. De comportements toxiques, oui. De relations toxiques, oui. De pratiques toxiques, ouais. Et c'est pour ça que j'avais choisi ce titre. Mais des personnes toxiques, j'essaie d'éviter ça. Il y a peut-être une ou deux personnes que je considère comme toxiques, mais c'est de l'abus de langage, tu vois. C'est juste parce que derrière, il y a un petit raccourci. Ouais, je considère que les personnes sont capables d'évolution, sont capables de changement et qu'elles ne portent pas quelque chose de toxique dans leur essence, quoi. Mais c'est une construction qui fait que ça engendre des comportements et des pratiques qui peuvent être toxiques. Maintenant, est-ce que les personnes qui ont ces comportements et ces pratiques toxiques peuvent tirer des leçons de ce podcast? Je pense qu'on a eu la preuve que ça fait bouger les lignes chez certaines, donc c'est super chouette, mais j'ai observé aussi en effet qu'il y a des personnes qui sont tellement dans leur zone d'aveuglement qu'elles n'ont même aucune idée que ça peut parler d'elles. C'est ouf à observer. Il y a des zones de fermeture complète et de déni total qui font que les personnes sont incapables de se reconnaître dans même une miette de ce propos. Donc je dirais oui et non. Il y a vraiment autant de cas de figure que
que d'accompagnants, donc... Mais ouais, il y a des personnes qui auront besoin de bien plus pour bouger que d'écouter un podcast, quoi. Encore un retour sur la CNV, je vais pas me répéter, mais voilà, c'est pas l'outil que je suis en train de critiquer, c'est pas l'outil lui-même. Merci pour la possibilité de grandir, j'aime bien l'expression. Quelle symbiose? Vous avez certainement d'autres choses plus pertinentes à proposer. Oui, j'ai clairement des choses plus pertinentes que des pratiques toxiques. J'ai plus pertinent que du déni, j'ai plus pertinent que de la prise de pouvoir. Il y en a certainement un petit peu parce qu'on reste dans des dimensions de relations humaines où je n'ai pas la maîtrise sur absolument tout, mais je mets un maximum de lucidité. Donc oui, j'ai plus pertinent à proposer. Bah si tu veux, bah viens, on en parle, mais encore faut-il être qualifié. Donc je travaille avec des entrepreneurs. Je travaille avec des entrepreneurs qui veulent développer une communication essentiellement sur les réseaux. Et je travaille avec des entrepreneurs qui veulent connecter tous les points de leur entreprise à quelque chose d'aligné, à un point de vérité, pour construire une identité, identité personnelle et identité d'entreprise qui soit en cohérence, qui soit fluide, qui soit solide, qui soit durable et qui soit puissante. Voilà, si ça te correspond, bah écoute, oui, j'ai plus pertinent à proposer, donc tu viens. Une bouffée d'oxygène sur la responsabilité que l'on doit assumer. Celui-là, je l'ai gardé parce que d'un côté, on me dit que je suis suffocante, et de l'autre, on me dit que c'est une bouffée d'oxygène, et il y a vraiment ce champ lexical qui revient beaucoup. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se joue là sur... je fais suffoquer certaines personnes, et je fais... respirer d'autres, et c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit ça, même dans d'autres contenus, même dans des accompagnements, qui a cette espèce de libération de circulation d'air, tu vois, qui se fait. Des immondices. 2 mots, rien d'autre. Je sais pas si on parle de ce dont je parle ou si on parle de ce que je dis, donc difficile de répondre à ça. Il y a eu quelqu'un qui a répondu non, le cadre, la responsabilisation, le principe de réalité, la vraie humilité. On est clairement dans une discussion qui se passe de phrases. C'est un peu réponse que tu veux, mais sans verbe. Merci pour ces jolis mots. Juste moi je réponds pas parce que je sais pas de quoi on parle. Je cherche qui est la personne à pointer pour faire cesser les choses sadomaso. Un petit peu de SM, c'est le point SM. La personne à pointer, c'est vraiment pas mon intention, tu vois. J'étais vraiment pas dans l'intention d'aller dire attention, regardez les méchants, parce que sinon j'aurais pu balancer des noms. J'ai des noms. Je me base sur des cas concrets, parfois je mixe plusieurs cas, mais ça se base sur des observations réelles. Donc, si je veux pointer des gens, je peux pointer des gens. Ça sert à rien. C'est juste que ça sert à rien. Ça ne va rien faire avancer. À partir du moment où tu commences à pointer quelqu'un, en fait, t'es plus dans du discours constructif et la personne n'est plus en situation de pouvoir évoluer. Quand tu pointes une pratique ou un concept, tu engages une réflexion sur le sujet et tu permets à des personnes de se remettre en question, à d'autres d'ouvrir un peu plus grand les yeux, à celles qui arrivent de partir avec une base plus lucide, tu vois, tu permets des choses. Alors que si tu pointes quelqu'un du doigt, et ça vaut aussi pour n'importe quel conflit, hein, il est en mode défensif d'un coup, et il va plus du tout réfléchir de manière posée et construite. Il va réfléchir en mode défense et toute son énergie va être concentrée sur comment je fais pour ne plus être attaqué, comment je fais pour ne plus être coupable, comment je fais pour sortir de ce qui me met le nez dans la merde là, et comment je fais pour dire que j'ai raison, comment je fais pour rétablir mon identité qui est mon identité de sauveur au service, tu vois. Et en fait, son système va se mettre en mode défensif et donc il va réagir à l'attaque, soit par une attaque, soit par une fuite, soit par une fermeture en mode protection, tu vois, soit par un figement. Mais il va y avoir quelque chose qui est de l'ordre de la réaction de protection. Et on n'est plus dans la réflexion, on n'est plus dans la construction, on n'est plus dans ce que j'avais envie de provoquer. Donc moi je pointerai personne du doigt, même si j'ai des personnes en tête, mais c'est pas ces personnes le problème. Le problème est beaucoup plus général, le problème est de laisser le déni s'installer. Et c'est pour ça que je fais des contenus comme ça, c'est parce que j'ai plus envie d'observer des choses et de voir que personne ne dit rien. Alors qu'on l'a vu dans les commentaires, et alors que beaucoup de gens le pensent déjà. Ce rôle d'être celle qui structure une pensée, qui n'arrive pas à s'exprimer autrement, j'aime beaucoup l'avoir, et je suis très honorée de l'avoir, et je suis très honorée qu'il parle, tu vois. Pour moi, c'est ça qui peut changer la donne, en fait, c'est d'exprimer les choses. Dire les choses. Dire la vérité. Dire la vérité change tout. Et dire la vérité, c'est pas accuser, pointer du doigt, c'est juste
dire regarde, ouvre les yeux là. C'est ça que j'ai envie de faire. Je trouve ça beaucoup plus constructif. Oh, on a un petit truc complotiste. Mon premier commentaire sur YouTube, c'était une suite de 4 commentaires qui parlent d'inspiration maçonnique, de secte à détruire, d'abus et viols avec violence, d'état de soumission, des hyènes, des serpents. Tu vois, ça part un peu dans tous les sens. Quand j'ai vu ça, je me suis dit oh là, je vais peut-être pas trop publier des trucs comme ça sur YouTube, c'est pas possible. Heureusement, il y en a eu qu'un. Mais c'était le premier, donc il m'a fait un peu peur. On passe rapidement aussi sur les commentaires que j'ai eu sur Facebook, donc c'était vraiment les premiers. Je vais prendre des bouts. C'est le résultat d'une spiritualité perchée dans des concepts, une pseudo-élévation, mais plus du tout en lien avec la réalité, la matière et l'autre, tout simplement. J'ai adoré cette dernière phrase parce que on est sur une zone vraiment de ce que je voulais partager un peu. C'est quand t'es comme ça, perché dans tes trucs, tes concepts et ta spiritualité, tes machins, et je suis beaucoup comme ça. Il y a des moments où je suis complètement ailleurs, je suis plus avec toi, quoi. Et que tu oublies, à un moment donné, de revenir en bas et de te dire, ok, c'est ça le vrai monde brut de la matière, c'est ça les émotions d'humain qu'on ressent, c'est ça le chaos avec lequel on évolue, c'est ça en fait la réalité dans laquelle on vit. Je dis réalité. Si tu veux, viens me dire que le monde est une illusion et nanana. Si tu veux. Il faut bien que je m'exprime avec des mots, donc j'emploie des mots pour essayer de me faire comprendre. On est d'accord, ils sont traîtres, on n'a pas les mêmes définitions, ils renvoient pas la même vision, ils veulent rien dire de la vision qu'on a, ok. Mais là, je vais utiliser ce terme-là, en fait. Quand tu redescends dans la zone de réalité, la zone qu'on appelle la réalité terrestre, tu vois, il y a ça à prendre en compte. Et tu peux pas rester comme ça dans ton espèce de perchitude et oublier qu'en face, et c'est là surtout que ça se joue. L'autre, il est là. L'autre, il existe dans cette réalité. Et ce qu'il ressent existe. Ce qui le touche existe. C'est pas parce que tu ne veux pas, c'est pas parce que tu ne veux rien avoir à voir avec ça que ça n'existe pas. Et l'univers de l'autre existe aussi. Et c'est pas le tien. Et ouais, bon, j'aime bien cette fin de commentaire parce que ça touche ce que je voulais dire aussi, c'est à un moment donné redescends et regarde autre chose que ton monde à toi. Regarde l'autre en fait et comprends que peut-être tu comprendras jamais ce qu'il vit, mais tu peux à minima l'écouter, le regarder, le prendre en compte, le respecter, le considérer et partir du principe que c'est pas nécessairement une espèce d'entité abstraite qui devrait coller à tes concepts quoi. Merci de poser ça là comme ça. J'en peux plus des gens qui apprennent des techniques, protocoles et qui oublient que l'être humain n'est pas une machine. Ouais, il y a des gens ultra formés qui n'ont pas l'essentiel en fait. J'ai vu des gens dans mon parcours qui connaissaient toutes les techniques de coaching et d'accompagnement, mais vraiment un bagage théorique impressionnant, des formations, et qui pour autant étaient incapables de le transmettre. Pourquoi ? Parce qu'ils sont enfermés dans la théorie, ils sont enfermés dans les protocoles et ils oublient qu'en face, il y a une personne qui a un besoin, qui a besoin de l'exprimer, qui a un timing spécifique, qui ne colle pas forcément à ce qu'ils ont dans leur manuel et qui oublient la base, c'est d'écouter, connaître, comprendre l'autre avant d'apposer une espèce d'étiquette sur lui qui est c'est ce type de besoin, ça rentre dans telle case, alors c'est tel protocole pour arriver à là, et puis du coup tu dois me répondre ça, et puis là c'est bon, c'est réglé. On est dans de l'accompagnement humain et l'humain c'est pas une science exacte, tu vois. C'est ça qui est fascinant aussi, c'est d'aller apprendre à connaître la personne et à comprendre oh putain là il y a encore quelque chose de différent que j'ai jamais encore travaillé, il va y avoir ce petit challenge, il va y avoir ce truc de se dire j'ai géré la situation comme ça pour telle personne mais pour celle-là il va falloir que je revoie ma copie parce qu'il y a une légère, tu vois, ce léger truc qui fait qui elle est qui va tout changer. Quelle claque, j'ai adoré, c'était fluide et percutant, passionnant. Le profilage sauvage l'a particulièrement touché. J'ai eu peur de faire ça à une période. J'ai veillé à être à l'écoute pour comprendre la perception de mes clientes. C'est exactement ce dont je parle, ouais, c'est ça. On rentre tous là-dedans, tu vois, et c'est vraiment... Ça fait partie de mon propos aussi. Je suis pas exempte de défauts. Marre de ce côté tout lisse, c'est faux. Mon cerveau est actuellement en jouissance éternelle, ou comment tu réussis à exprimer d'une clarté sans nom ce que je pense, ton discours est exceptionnel. Bon, je partage ce commentaire parce que je l'aime beaucoup, et que ça me permet de me jeter un peu des fleurs, mais aussi, tu vois, t'as vu à quel point il y a plein de petites formules poétiques qui sont éparpillées dans les commentaires. J'aime beaucoup. Elle est incroyable, je l'écoute et j'ai du mal à suivre tellement c'est ciselé. Donc ouais, on a un peu de mal à me suivre. Je vais peut-être essayer de travailler là-dessus, mais j'ai vraiment cet équilibre, tu vois, à amener entre quelque chose qui s'exprime dans une forme d'énergie que j'ai pas envie de couper, parce que ça fait partie de ce que j'envoie aussi. Et c'est souvent qu'on me dit, tes contenus, soit quand je les lis, soit quand je les écoute, il y a quelque chose qui, physiquement, m'impacte,
qui physiquement vient me chercher. J'ai vraiment pas envie de couper ça parce que ça fait vraiment partie de ce que j'ai envie d'envoyer. Et dans le même temps, avoir cette maîtrise de l'énergie qui part comme ça, qui part. Et d'avoir aussi l'alliance avec le travail du mental. C'est quelque chose que j'aime beaucoup amener dans mes accompagnements, allier le mental, l'intuitif et l'imaginaire. Et que les trois travaillent ensemble en fait, en cohésion, et que ce soit pas en guerre contre l'un ou contre l'autre. Donc effectivement, si on se prend l'énergie de plein fouet et que le mental a du mal à suivre, je vais voir si je peux arriver à trouver une manière d'ajuster ça pour qu'il y ait le meilleur équilibre possible. Wow, la partie 1 me fait me remettre en question. Je vais m'assurer que je ne suis pas dans ce travers-là. Et encore une fois, merci aux personnes qui ont cette force de toujours aller vers plus d'exigence et de se remettre en question. Excellent, tu poses toujours les mots justes sur des pensées floues en moi. C'est quand que j'aurai le plaisir de lire ça dans un bouquin signé Elsa. Le projet est sur le feu depuis longtemps, j'ai plusieurs concepts, plusieurs idées, et je pense que là, ça va se préciser. J'ai envie d'aller vers quelque chose justement de plus direct et brut, et je pense qu'il me fallait un temps de maturation avant d'accepter de ne pas écrire une thèse. Donc là vraiment j'ai envie de créer quelque chose qui a vocation à impacter, exactement comme ce type de contenu en fait. Vas-y, ouvre les yeux quoi, aller plus loin, plus en profondeur que ce qui se fait habituellement, mais d'une manière hyper directe et franche. Merci pour ces mots ciselés, précis, qui amènent de la clarté à l'accompagnante que je suis, l'accompagnée que je suis aussi. Dans les deux cas, cela me remet dans ma justesse et ma puissance. Magnifique, c'est exactement ce que je veux créer, vraiment structuré pour partager tout ça en 13 minutes. Merci, ça vient d'une... Et j'aime bien quand on me dit que c'est structuré parce que j'ai pas tant travaillé la structure que ça, elle est vraiment sortie telle quelle, mais par contre ce que je travaille c'est la construction d'une pensée claire, structurée, et savoir ce que je dis, savoir pourquoi je le dis, savoir comment je le dis. Et c'est ce qui permet d'avoir des contenus qui ensuite traduisent cette pensée-là, et c'est ce qui permet aussi d'être hyper solide quand tu reçois des commentaires qui viennent te bousculer. C'est que tu sais ce que tu as dit, tu sais pourquoi tu l'as dit, tu sais pourquoi tu l'as dit comme ça. Et du coup, ça vient pas te heurter, quoi. Très intéressant et qualitatif, merci, très en face, juste à la fin quand tu dis « En arrêtant de se prendre pour le plus sachant, sauf moi, etc. » J'y vois un léger manque d'ouverture et de congruence sur le sujet. Même si je te rejoins sur le fond. Oui, on en a déjà parlé, il me semble, dans des réactions précédentes, qu'il y a une forme de paradoxe. Il y a une forme de paradoxe dans la démarche que j'assume assez, mais que je comprends qu'on puisse percevoir. Manque d'ouverture et de congruence sur le sujet. Manque d'ouverture, peut-être, possible. Manque de congruence, je crois pas. Au contraire, je me sens hyper congruente là-dessus, sur le coup. En tout cas, je suis dans une congruence parfaite par rapport à là où je veux être, ce que je veux apporter, ce que je transmets dans mes accompagnements, la vision que j'ai envie de porter, le message que j'ai envie d'amener, tu vois. Tout ça est hyper congruent pour moi. Je parle souvent du paradoxe, je parle souvent du chaos humain, et ça fait partie de quelque chose aussi que j'ai envie d'accepter, de laisser présent dans mes contenus, parce que autant dire que si je voulais faire un contenu qui parle de la même chose, qui exprime la même chose, mais sans être du tout dans ce paradoxe d'amener une vérité ou une certitude sur le sujet, ce serait très compliqué. J'aurais quelque chose qui est un peu mou, qui s'excuse d'être là, et qui dit « Ah oui, mais je vois ça, mais j'aime pas trop, et puis... mais attention, j'aime tout le monde quand même, tu vois. » À un moment donné, je trouve que c'est important de se lâcher un peu la grappe et de balancer ce qu'on pense, quoi. À partir du moment où tu as cette démarche d'avoir une pensée justement qui est congruente et cohérente, en amont, aller vers ensuite un paradoxe de forme, ça me dérange pas trop. Manque d'ouverture peut-être. C'est possible. Ce dont tu parles pour la CNV, certains le nomment de la girafe de bouche, c'est-à-dire que tu lisses la forme et dans le fond tu n'es pas du tout connecté ou dans l'empathie. Et oui, ce n'est donc pas de la CNV, que j'aime tellement par ailleurs. Merci pour ce travail et partage. Et merci pour ce commentaire. Je vois qu'il y a quand même des personnes qui comprennent ce que je veux dire. Et oui, on ne lisse pas uniquement la forme si on veut être dans une démarche de non-violence. On va chercher qu'est-ce qui peut être violent dans le fond, qu'est-ce qui peut être violent dans l'absence de lien, l'absence d'empathie, l'absence de reconnaissance de l'autre. On a fait le tour des réactions que je pouvais avoir sur les commentaires, en espérant que ça ait pu t'apporter aussi un éclairage, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.